Bonjour à vous. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025, que cette année soit prospère et qu'elle vous apporte une très bonne santé, parce que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Bref, vous avez mes meilleurs vœux pour tout cela. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement si vous appréciez mon travail, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 4 janvier 2024 et nous allons aborder plusieurs grands titres. Tout d'abord, Kurakovo est tombé. Alors ça, c'est une énorme nouvelle, aussi bien pour les Russes que pour les Ukrainiens, évidemment à l'avantage de l'un, au désavantage de l'autre. Mais c'est une énorme nouvelle. Kurakovo qui a résisté très longtemps, Kurakovo qui fait partie des points stratégiques du front les plus importants avec Pakrovsk, Chassivyar, Toretsk, toutes ces localités très importantes que tout le monde attendait, tout du moins tout le monde attendait le dénouement. Et donc, voilà, ça y est, Kurakovo, c'est fini. Donc, il va y avoir évidemment de grandes conséquences pour l'Ukraine. Autre point que nous allons voir de manière très large, c'est le point sur l'Ukraine 2024, c'est-à-dire un petit bilan concernant les points les plus saillants, les plus importants. Nous allons voir ça et nous allons aussi voir les conséquences de l'arrivée sur la scène internationale du missile hypersonique Oreshnik. Voilà. Alors, concernant Kurakovo et l'Oreshnik, on va voir ça dans les informations générales. Là, on va tout de suite parler du point 2024 sur l'Ukraine. Alors, que peut-on dire pour 2024? Eh bien, là, on peut le dire de manière 100% confirmée que les armes magiques, entre guillemets, n'ont servi à rien. Alors, je veux parler des drones ukrainiens qui devaient révolutionner le champ de bataille 2024. On disait que les nouveaux drones ukrainiens qui peuvent parcourir jusqu'à 1500 km aller frapper en profondeur la Russie et terroriser la Russie et donc apporter la terreur dans leur pays, puisque les Ukrainiens voulaient apporter la terreur, la guerre au sein même de la Russie. Ces drones apparemment n'ont pas fait l'effet escompté, ils en ont envoyé quelques-uns qui ont fait très peu de dégâts, sans surprise, puisque des drones à très longue portée, par exemple pouvant atteindre 1500 km, doivent avoir des charges explosives très basses, sinon on perd en autonomie. Donc en réalité c'était logique. Les chars Abrams américains n'ont absolument eu aucun effet. Les chars Léopard 2, aucun effet. Les fameux F-16 dont on parlait tant, eh bien une poignée seulement est arrivée en Ukraine. Un F-16 a été abattu par accident via un missile Patriot, tuant le meilleur, d'après l'Ukraine, un des meilleurs tout du moins pilotes ukrainiens, donc perte absolument énorme. Un deuxième F-16 aurait été abattu encore une fois par accident, mais ça reste à confirmer, soit par un missile russe, soit encore une fois par un accident en Ukraine. Donc, alors le deuxième F-16, on en a très très peu parlé dans les médias parce que ça a été mis sous le tapis. Alors maintenant, je ne le confirme pas à 100%, vu qu'aucun média occidental n'en a parlé. Seuls des blogueurs russes en a parlé. J'ai vu ça dans un rapport ukrainien, mais d'un blogueur ukrainien, donc ça reste à confirmer. Bref, en tous les cas, les F-16, comme vous avez pu le voir, n'ont absolument rien changé sur le terrain, comme on s'y attendait et comme moi je vous le répète depuis plus d'un an. Évidemment, ça n'avait aucun intérêt de faire appel à des F-16, c'est que de la communication.
Alors maintenant, évidemment, au niveau des drones, les drones soi-disant magiques, quoi, qui pouvaient changer la donne, ça c'est une chose, mais évidemment, en 2024, là on peut confirmer que les drones sur le terrain ont été absolument décisifs, que ça soit du côté russe comme du côté ukrainien. Les drones, on a vu que c'était quelque chose d'absolument indispensable maintenant sur un théâtre militaire, surtout un théâtre de haute intensité, bref, d'une vraie, véritable guerre. Donc le drone absolument indispensable. Par contre, là, côté russe, les drones qui ont changé la donne sont les Lancet 3 qui ont fait des dégâts massifs sur les véhicules blindés du style Bradley américain, les chars Léopard 2 et les chars Abrams. Alors au début, quand les Russes ont utilisé les drones, les Occidentaux, au début de la guerre, se sont moqués en disant qu'un drone ne pouvait en aucun cas abîmer un char. Et bon, bah, on a vu ce qu'il en était. Alors pour être tout à fait honnête, les premiers drones russes n'était pas vraiment très efficace. Il a fallu attendre les Lancet 3 pour que vraiment il y ait une efficacité. Par contre, les Shahed 136, qui en réalité ne sont plus utilisés par les Russes, hein, les Russes ont fait leur propre drone du type Shahed, donc fabriqué sous licence en Russie, qui s'appelle les Geranium 2, Geranva en russe. Donc les Géranium 2, eux, ont cessé d'être améliorés, d'être mis à jour, et ce sont des drones en réalité russes. Bref, donc les drones ont fait un changement absolument terrible. Alors, on ne va pas énumérer tous les types de drones, hein. Là, on a parlé des drones suicides parce qu'ils font la une des journaux, mais il y a les nouveaux drones de reconnaissance, bien évidemment, les drones à fibre optique qui révolutionne aussi le champ de bataille. Et là, c'est côté russe, ce sont les Russes qui utilisent des drones kamikazes à fibre optique. Donc drones qui ne peuvent pas être brouillés électroniquement, qui ne peuvent pas être abattus. Alors comme ce sont des drones à fibre optique, ben, pour l'instant, l'utilisation n'est pas vraiment massive sur le terrain parce que ben, il faut mettre ça en place, bien que les Russes en ont déjà utilisé quelques milliers. Mais les drones à fibre optique révolutionnent déjà le champ de bataille. Bref, alors ça c'était concernant les drones. On peut aussi parler des missiles. Les missiles qui sont énormément utilisés, que ce soit les missiles de croisière ou les missiles balistiques. Les missiles, on a vu qu'ils étaient extrêmement importants, qu'ils devaient être utilisés en masse sur un théâtre de guerre véritable. Donc là, l'Ukraine en 2024 a montré que les missiles étaient indispensables, toujours côté russe, bien évidemment, puisque il n'y a que les Russes qui les utilisent de manière extrêmement massivement. Donc tout ça est très important pour le champ de bataille. On a vu que les avions ont été assez peu importants puisqu'il y a de plus en plus d'utilisation de missiles sol-sol. Et au final, par rapport aux missiles sol-sol, relativement peu de missiles air-sol ont été utilisés, que ça soit côté russe ou côté ukrainien, même si côté russe, évidemment, l'utilisation de ces missiles ont été infiniment plus massifs par rapport au côté ukrainien. Et voilà les points les plus saillants au niveau armement sur le champ de bataille. Encore une fois, côté avion, c'est surtout côté russe que ça se passe. Bien sûr qu'ils les ont utilisés de plus en plus quand les systèmes antiaériens ukrainiens ont été de plus en plus épuisés. Donc évidemment, il y a une logique. Moins il y a de systèmes antiaériens en Ukraine, plus les Russes utilisent leurs avions et bombardiers, bien évidemment.
Alors ça permet d'utiliser via les bombardiers ou les avions plus de missiles de croisière. Donc ça aussi, l'un ne va pas sans l'autre, hein, tout est intriqué, bien sûr. Alors, autre nouvelle saillante 2024, eh bien, on a vu un effondrement de plus en plus visible du front côté ukrainien. Ainsi, les médias côté front ukrainien ont commencé de plus en plus à dire la vérité. Et enfin, dernièrement, depuis quelques mois à peu près, ça y est, la vérité maintenant de manière massive dans tous les médias occidentaux, puisqu'on ne peut plus cacher l'effondrement du front. Effondrement du front que je vous annonce depuis 2 ans et demi, et depuis plus de 2 ans, je vous donne cette image à chaque point sur l'Ukraine d'un homme qui s'effondre, mais très 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 lentement, vu au ralenti. C'est-à-dire, moi, ça fait 2 ans et demi que je vous dis que la Russie a déjà gagné. Et dans mes toutes premières vidéos, il y a presque 3 ans, je vous disais qu'au 26 février 2022, la Russie avait déjà gagné la guerre, puisque je connaissais ce qu'il y avait en face, c'est-à-dire au niveau ukrainien, et ce qu'il y avait en face côté russe, comme je le savais déjà, puisque bon, les données étaient publiques, hein, il suffisait de voir la capacité des Russes et la capacité des Ukrainiens, même avec le peu que donnait l'OTAN au début, on savait déjà quel allait être le résultat. Alors, au niveau militaire, bien évidemment, parce que si les sanctions de l'Union européenne avaient fonctionné, il en aurait été tout autrement. Mais très très vite, on a vu dès le début de la guerre, très très vite, on avait vu que les sanctions ne fonctionnaient pas et ne fonctionneraient pas, puisque la Russie s'y était préparée depuis un bon moment. Et comme je vous le dis depuis déjà plus de 2 ans et demi, je vous avais dit que depuis 2014, donc depuis l'invasion de la Crimée par les Russes, du fait du coup d'État américain à Kiev, je vous avais dit que les Russes s'y préparaient depuis 2014 à ces sanctions et à une éventuelle guerre, puisque ça commençait à sentir mauvais en Ukraine avec le coup d'État américain à Kiev. Ça voulait dire une implication directe de l'OTAN. Alors, on a vu avec les accords de Minsk 1 et 2 que, bien évidemment, l'OTAN avait un plan pour l'Ukraine. Cela avait été admis par Angela Merkel dans le journal allemand Die Zeit de manière très claire, c'est-à-dire que Angela Merkel a dit dans un grand média allemand que en fait ils avaient roulé Vladimir Poutine dans la farine pour mieux renforcer l'Ukraine, puisqu'ils s'attendaient à une guerre avec la Russie, donc fallait renforcer l'Ukraine. Angela Merkel l'a dit tout simplement, donc là ça pesait peut-être sur sa conscience, mais elle l'a dit une fois qu'elle était à la retraite. Et ça a été confirmé 2 semaines après par François Hollande, qui a confirmé les dires d'Angela Merkel. Voilà, donc c'est là qu'on a su la vérité. Bref, autre point saillant, nous avons eu du fait de la grande offensive ratée en 2023, et bien évidemment 2024 a fait que le front côté ukrainien s'est effondré. Ça a fait énormément de conséquences, puisque le fait que le front ukrainien se soit effondré, ça a fait un énorme coup au moral concernant les soldats ukrainiens. Hein, souvenez-vous, au début de la guerre, il y avait énormément de volontaires. Les meilleurs soldats sont morts, d'ailleurs. Donc là, il ne reste plus que les restes. Donc pas les meilleurs soldats, pas les plus motivés. Et comme vous le savez, déjà dès le début de la guerre, il y avait eu énormément d'Ukrainiens qui ont fui le pays. Et il y en a eu encore beaucoup plus en 2023 et 2024, quand la perte de l'Ukraine et la victoire russe était absolument une évidence pour tout le monde. Donc énormément de désertion du fait de l'effondrement côté ukrainien.
Alors avec ces désertions, bah, c'est un cercle vicieux. Qui dit désertion, qui dit morale de plus en plus bas, dit crise économique en Ukraine de plus en plus grande. Qui dit moins de soldats et moins de soldats du fait du massacre des soldats ukrainiens, eh bien dit toujours le cercle vicieux, dit toujours moins d'économies, moins de rentrée d'argent, moins de bras pour faire tourner le pays, moins de soldats pour manier les armes, pour ne serait-ce que tenir le front. Encore une fois, je le répète, cercle vicieux qui ne peut aller que vers le bas. Bah oui, morale toujours plus bas, toujours plus de gens qui veulent fuir le pays, toujours plus de désertion, toujours plus de prisonniers, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris, cela ne peut que s'effondrer. Et l'effondrement, bien entendu, ça c'est mécanique, l'effondrement est de plus en plus rapide jusqu'à ce que cela atteigne un effet de seuil, jusqu'à ce que qu'on atteigne le seuil critique. Et le seuil critique, ça y est, il a été atteint. Hein, je vous l'ai dit que Kurakovo était tombé, mais c'est la suite de bien d'autres villes qui sont tombées. Mariupol, Selidovo, Bakhmut, bien entendu, Ougledar, aussi appelé Vuhledar pour les Occidentaux, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire toutes les villes. Donc, et vous notez que depuis un an, 2024, ça c'est les médias qui le disent, plus les Russes avancent, bah, plus ils avancent vite. Du fait que, côté ukrainien, plus les Ukrainiens s'effondrent, plus il est facile pour les Russes d'avancer. C'est absolument mécanique et évident. Bref, nous avons tout cela, et puis 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons Washington qui a fait une pression énorme sur Zelensky pour que Zelensky baisse l'âge de la mobilisation à 18 ans. Donc déjà, Zelensky l'avait baissé de 27 à 25 ans, ça a été un tollé en Ukraine, mais ça a été fait quand même, parce que l'Ukraine jugeait que c'était absolument nécessaire. Mais bon, comme c'est de 27 à 25 ans, ça allait encore. Mais là, de passer de 25 à 18 ans, Zelensky a bien vu que cela n'allait pas être possible et il a fait une intervention à la Rada pour dire que non, il n'abaisserait pas l'âge de mobilisation à 18 ans. Donc là, il n'a pas cédé aux injonctions de Washington, sachant que ça ne passerait jamais dans son pays. Donc là, pour le coup, Zelensky, il a bien joué. Il a tenu. Je crois que c'est la première fois que Zelensky a dit véritablement un nom ferme à Washington. Aussi, n'oublions pas l'arrivée de Donald Trump au pouvoir le 20 janvier. Alors Donald Trump a déjà nommé une sorte d'ambassadeur, un envoyé spécial entre guillemets qui s'appelle Kellogg, le général Kellogg, qui est chargé justement de régler l'affaire russo-ukrainienne. Alors on va voir comment il va se débrouiller avec cette affaire-là qui est très épineuse, très complexe, très difficile. Nous verrons bien. Mais en tous les cas, il faut garder une chose à l'esprit, c'est Vladimir Poutine qui décidera au final ce qu'il en adviendra. Hein, parce que c'est le vainqueur qui décide, bien évidemment. Vladimir Poutine est gagnant, il va bientôt être le vainqueur incontesté avec une victoire incontestée. Donc bien évidemment, c'est Vladimir Poutine qui va décider. Est-ce qu'il va vraiment vouloir négocier et s'il négocie, bah, ce sera forcément selon les termes russes, obligatoirement. Donald Trump, il a beau dire qu'il va résoudre ça rapidement. En attendant, c'est Vladimir Poutine qui est le seul décideur final. Nous verrons bien. Et enfin, dernièrement, nous avons la coupure ukrainienne concernant le gaz. Et oui, Zelensky a décidé de ne pas renouveler son bail de 5 ans pour le transit du gaz russe sur son territoire. Donc cela veut dire arrêter toute alimentation de gaz à l'Europe
via les deux gazoducs qui passaient par l'Ukraine. Donc ça va être très difficile pour l'Europe. Le prix du gaz a déjà augmenté. Et pour certains pays, ça va vraiment être difficile. Alors on a l'Autriche qui dit que elle a déjà arrêté le gaz russe, mais en fait c'est faux. L'Autriche continue à prendre du gaz russe via le gazoduc ukrainien. Alors maintenant elle ne peut plus, bien sûr, mais grosse hypocrisie de l'Europe à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas que l'Autriche qui est extrêmement hypocrite. Hein. Pensons à la France, pensons à l'Espagne. Je n'inclus pas la Hongrie, puisque la Hongrie, bien évidemment, a toujours des liens avec la Russie, mais qui vont être les plus, on va dire, impactés là-dedans, bah, c'est la Slovaquie, qui n'a pas de plan de rechange vraiment. Alors elle va essayer de se débrouiller avec la Hongrie et le gazoduc Turkish Stream, qui passe par le sud, donc via la Turquie. Elle va essayer de se débrouiller comme ça, mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Les pays là qui souffrent le plus, ben, on a la Transnistrie et la Moldavie. Voilà. Alors, la Transnistrie avait absolument besoin du gaz russe, et comme le gaz russe bah, passait par la Transnistrie pour alimenter la Moldavie, eh bien la Moldavie va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Alors on va voir comment l'Union européenne va se débattre pour essayer d'aider la Moldavie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'Union européenne va se débattre pour aider la Moldavie? Bah parce que la Moldavie est un pion de l'Union européenne. N'oublions pas que la présidente Maya Sandu est un pur produit occidental, est une pure marionnette de l'UE et de Washington. Elle a été mise là pour cela d'ailleurs. Un petit peu comme la présidente de la Géorgie. Voilà, cette Française qui est devenue présidente géorgienne. Bref, revenons à nos moutons. Donc, la Moldavie, la Transnistrie et la Slovaquie, ce sont les trois pays qui vont le plus souffrir de cela. Et la Moldavie et la Transnistrie, eux, vont vraiment beaucoup, beaucoup souffrir parce que la Slovaquie a des réserves de gaz. Mais bon, évidemment, ça ne va pas complètement couvrir tous les besoins slovaques, mais la Slovaquie a quand même des réserves, alors que la Transnistrie et la Moldavie, d'après ce que je sais, ben, eux, ils vont être extrêmement mal, ils vont vraiment, vraiment souffrir. Et vous allez me dire, l'Ukraine, quid de l'Ukraine? Eh bien, l'Ukraine va énormément souffrir, bien évidemment, même si l'Union européenne va tout faire pour aider l'Ukraine, bien sûr, eh bien, je ne vois pas comment l'UE va pouvoir aider l'Ukraine concernant le gaz. Je ne vois pas. Et oui, ça, c'était pas prévu au programme. Alors, en plus, dans un pays qui est en guerre, qui est en ruine, qui est en plein effondrement, alors donc les Ukrainiens vont énormément souffrir. Donc toutes ces conséquences-là ben, viennent de Zelensky, et seulement de Zelensky. Donc Zelensky va faire souffrir toute l'Europe, va ajouter une crise énergétique à la crise énergétique. Tous les prix du gaz vont augmenter en Europe. On ne sait pas d'ailleurs quelles vont être réellement les conséquences de combien vont augmenter les prix du gaz. On ne le sait pas à l'avance, bien évidemment, mais c'est sûr, ils vont augmenter et c'est sûr, des pays vont en souffrir et pas seulement les pays que je viens de nommer. Bien évidemment, il y aura des conséquences en cascade. Tout ça par Zelensky qui a décidé unilatéralement comme ça. Est-ce que les médias vont s'insurger? Est-ce que les médias vont hurler? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors que c'est un scandale absolu. Il décide tout seul, comme ça, d'impacter l'Europe. Exactement comme l'avait fait la Pologne quand elle a impacté l'Europe en fermant son gazoduc qui alimentait l'Europe en gaz. Euh, Gaz russe, bien entendu, qui passait par la Pologne. Donc, sauf que là, les conséquences sont pires au moment où je vous parle,
puisque là, l'Europe et certains pays ne sont pas complètement prêts pour se passer complètement du gaz russe. Voilà. Alors évidemment, là je parle que du gaz via gazoduc, hein. Via GNL, l'Europe se gave encore de gaz russe, bien évidemment. Et en premier lieu, la France, l'Espagne, la Hongrie, etc., l'Italie, etc. Bref, voilà les conséquences 2024. Je vais m'arrêter là parce que je vais être trop long pour l'Ukraine 2024, mais voilà. Et enfin, bien entendu, les conséquences du nouveau missile Oreshnik qui révolutionne le cadre militaire, puisque c'est une arme, là pour le coup, qui change vraiment, réellement la donne, qui donne un avantage énorme à la Russie, puisque c'est un missile hypersonique qu'on ne peut pas arrêter et qui a un potentiel de destruction absolument énorme. Donc nous allons voir ça et bien d'autres informations. Ce sont les informations générales, donc il y aura bien d'autres informations intéressantes et dont des informations économiques. Et enfin, vous aurez la carte militaire afin que vous sachiez ce qui se passe sur le terrain, les dernières nouvelles du front, donc carte militaire à ne pas manquer. Bref, commençons. Alors selon le New York Times, ce qui est intéressant à noter, bon, ce ne sont pas les vœux du président Zelensky, mais plutôt ce qu'a lancé la Russie sur l'Ukraine. Et là, on a, selon des responsables militaires ukrainiens, la Russie a lancé plus de 1300 drones de frappe, 200 missiles de croisière, 24 missiles balistiques, 22 missiles Kinjal, donc hypersoniques, et 7 missiles hypersoniques Zircon. C'est le missile hypersonique de croisière, alors que le missile Kinjal, c'est un missile hypersonique balistique. Voilà, donc c'était ça qui était le plus intéressant concernant 2024. Ici un article d'Euronews qui nous dit l'armée ukrainienne, face à la pression croissante des Russes, est en proie aux désertions de masse. Plus de 100 000 soldats ont été inculpés en vertu des lois ukrainiennes sur la désertion depuis l'invasion massive du pays par la Russie en 2022. En 2024, l'Ukraine a ouvert 60 000 dossiers de désertion, soit 2 fois plus qu'au cours des 2 années de guerre précédentes. Vous vous rendez compte ? Déjà 100 000 soldats inculpés par la justice. La désertion prive l'armée ukrainienne de ressources humaines dont elle a désespérément besoin et paralyse ainsi ses plans de bataille à un moment crucial de sa guerre contre la Russie, ce qui pourrait placer Kiev dans une position clairement désavantageuse lors de futurs pourparlers sur le cessez-le-feu. Face à toutes les pénuries imaginables, des dizaines de milliers de soldats ukrainiens fatigués et dépourvus ont quitté les positions de combat et de première ligne pour sombrer dans l'anonymat, selon des soldats, des avocats et des fonctionnaires ukrainiens. Des unités entières ont abandonné leur poste, laissant les lignes de défense vulnérables et accélérant les pertes territoriales selon des commandants militaires et des soldats. Certains prennent un congé médical et ne reviennent jamais, hantés par les traumatismes de la guerre et démoralisés par les sombres perspectives de la victoire. Et oui, ils savent qu'ils vont perdre. D'autres se heurtent à leurs commandants et refusent d'exécuter les ordres, parfois en plein milieu des échanges de tirs. Et oui, je vous avais montré des dizaines d'articles comme ça, dont principalement venant du Financial Times. C'est pas fini. Il s'agit d'un chiffre stupéfiant, car on estime à 300 000 le nombre de soldats ukrainiens engagés dans les combats avant le début de la campagne de mobilisation. Et le nombre réel de déserteurs pourrait être bien plus élevé en réalité. Un législateur au fait des questions militaires a estimé qu'il pourrait s'élever à 200 000. Donc en réalité 200 000 déserteurs. C'est absolument gigantesque et qui explique bien des choses quant à l'armée ukrainienne qui est en plein effondrement. Évidemment,
On sait pourquoi et on sait ce que ça cause comme conséquence. Désertion, morale extrêmement bas, gens qui s'enfuient du pays en masse, etc. Alors ici un article terrible du journal Le Monde, bah justement toujours concernant les désertions. Les enquêteurs ukrainiens ont fait savoir à l'agence France Presse avoir lancé des investigations sur des cas d'abus de pouvoir et de désertion au sein de la brigade Anne de Kiev, en partie formée et équipée par la France. Cette brigade fait l'objet d'une controverse depuis son retour en décembre de France, où ont été formés 2300 des 4500 soldats qui la composent. Selon le journaliste ukrainien Yuri Brutosov, près de 1700 soldats de la brigade ont déserté, pour la plupart avant même que leur unité soit déployée sur le front, et 50 durant la formation en France. Donc ils sont partis, eux, alors qu'ils étaient en France. Il a accusé, mardi, dans un long message sur Facebook, le commandement militaire ukrainien d'avoir failli à la formation initiale de la brigade qui s'est déroulée dans un chaos organisationnel complet et d'avoir envoyé ses soldats dans d'autres unités pour y colmater les trous en termes d'effectifs. Selon lui, ce qu'il restait de la brigade a été envoyé notamment à Paklovsk, l'un des secteurs les plus chauds du front pour l'instant, tandis que son commandant a été démis de ses fonctions, ainsi que plusieurs de ses subalternes. Toujours selon ce journaliste ukrainien, la brigade n'a pas été équipée en drone ni en équipement de brouillage électronique, des outils devenus essentiels pour les unités militaires dans cette guerre. À cause de cette attitude criminelle envers la vie des soldats, la 155e brigade a subi des pertes importantes dès les premiers jours, a-t-il accusé. Les problèmes au sein de la brigade Anne de Kiev avaient déjà été dénoncés par la députée ukrainienne Mariana Bezuglaya, connue pour ses critiques virulentes du haut commandement militaire, qui avait évoqué au début du mois de décembre une brigade zombie formée à des fins de publicité. Vous vous rendez compte, c'est fort, hein? Et cette Mariana Bezuglaya, je vous en parle presque chaque semaine. Grâce à elle, on a eu beaucoup de vérité. C'était la première à avoir dénoncé les mensonges, comme quoi des missiles patriotes avaient arrêté des missiles hypersoniques Kinjal. Donc elle avait dit non, 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 c'est faux, hein. Donc, et elle a dénoncé bien d'autres choses. Bref, vous voyez, concernant la désertion, ça n'en finit plus. Mais tout ça est logique, étant donné que nous sommes dans un effondrement de l'armée ukrainienne globale. Donc de plus en plus de choses de ce goût-là vont arriver, bien évidemment. C'est cohérent. Alors là, un article de Reuters qui nous parle du missile hypersonique Oreshnik, qui nous dit un missile russe a atteint une vitesse de plus de 13 000 km/h selon l'Ukraine. Et là, que nous dit l'Ukraine? Le temps de vol de ce missile russe depuis son lancement dans la région d'Astrakhan jusqu'à son impact dans la ville de Dnipro a été de 15 minutes, a déclaré la direction principale du renseignement militaire dans un communiqué. Donc ça, ce sont les renseignements ukrainiens. Le missile était équipé de 6 ogives, chacune équipée de 6 sous-munitions. La vitesse dans la partie finale de la trajectoire était supérieure à Mach 11. Donc je rappelle que tous ces renseignements viennent de l'Ukraine. Donc tous ceux qui disaient mais non, les Russes peuvent pas faire, en fait ils ont envoyé 6 missiles Oreshnik, tous les ignorants qui disent cela, évidemment avaient tort, car les Russes, via Vladimir Poutine, avaient dit que ils n'avaient envoyé qu'un missile et les Ukrainiens, eux aussi, ne parlaient que d'un seul missile de 6 ogives équipé de 6 sous-munitions, ce qui était logique puisqu'il y a eu 36 impacts. Donc tout est cohérent avec la narration officielle. Alors ici un article intéressant du New York Times qui précise que le nombre de missiles en Ukraine est dangereusement bas. Les stocks de Kiev s'épuisent. Qu'est-ce qu'on peut lire d'intéressant? D'une certaine manière, ce qui s'est passé avec les attaques MS
est comparable à ce qui s'est passé avec d'autres armes occidentales dans la guerre. L'Ukraine a fait pression pendant des mois, voire des années, pour obtenir des armes occidentales, des lance-roquettes HIMARS, des chars Abrams, mais aussi des Léopard 2, et des avions de combat F-16. Mais au moment où l'Occident autorisait l'accès à ces armes, l'Ukraine avait perdu encore plus de terrain. Et aucune arme n'a été une solution miracle. Ah, ça c'est bien que ça soit enfin accepté, puisqu'à chaque fois, les médias nous disaient « Ah, telle chose, ça va changer la donne, telle chose, ça va changer la donne ». Les responsables occidentaux estiment également que l'Ukraine s'est trop appuyée sur l'aide de l'Occident et n'a pas fait assez pour renforcer son propre effort de guerre, notamment en mobilisant suffisamment de troupes. Alors là, c'est quand même gonflé de dire ça, hein. Ces responsables occidentaux qui balancent ça comme ça, ils sont quand même culottés, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que, évidemment, l'Ukraine n'avait presque rien. Sans l'aide de l'Occident, la guerre elle aurait duré, allez, un mois, maximum, 2 semaines. Voilà, c'est l'Occident qui a tout fait et qui a quand même préparé l'Ukraine pendant au moins 8 ans, depuis 2014, à cette guerre. L'Ukraine a été préparée pendant au moins 8 ans. Ne l'oublions pas. Et ça, dixit Angela Merkel, François Hollande. Ouais, il ne faut pas oublier ça. Alors maintenant, n'a pas envoyé suffisamment de troupes. Comme si déjà les centaines de milliers de morts côté ukrainien, c'était pas suffisant. Fallait encore plus. Bah oui, les responsables occidentaux, vous vous doutez bien que c'est les Américains qui disent ça. Bien évidemment, c'est pour ça que Washington pousse Zelensky à mobiliser les jeunes à 18 ans, jusqu'à 18 ans. Bon, Zelensky, pour l'instant, tient bon. Au printemps, le président Biden a cédé. L'administration a expédié à l'Ukraine jusqu'à 500 missiles ATACMS provenant des stocks du Pentagone, ont déclaré les responsables américains. Donc il y a 500 missiles à ATACMS qui ont été donnés à l'Ukraine. Là, l'Ukraine, on ne sait pas combien il lui en reste, mais il lui en reste très peu, bien évidemment, sachant que les Américains, en tout, avaient environ 1800 missiles ATACMS. Les Américains. Donc là, en gros, ils ont donné un tiers de leurs missiles ATACMS à l'Ukraine. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Zéro. Voilà, pour zéro résultat. Ça a peut-être ralenti un petit peu l'avancée des Russes, mais voilà, c'est tout. Et encore, n'oublions pas que les attaques MS n'ont pas été utilisées pour le front, mais tout simplement pour perturber la logistique russe, uniquement. Faut pas l'oublier. Alors là, un article de TASS qui nous dit que le char T-90M modernisé sera bientôt mis en service. Donc l'armée russe recevra dans quelques mois le premier lot de chars de combat principaux modernisés T-90M, a annoncé à TASS la société industrielle et de recherche Ural Vagonzavod, ajoutant que le premier lot suffira à réarmer un bataillon. Alors faut savoir, d'après l'article ici, qu'un pays du Moyen-Orient a déjà commandé des T-90MS. Là, ils disent un important contrat, donc on suppose quelques dizaines de T-90MS. Alors, on ne sait pas quel pays du Moyen-Orient, vu que le T-90MS a été testé avec succès au Koweït, eh bien, on pense qu'il va être livré au Koweït, aux Émirats Arabes Unis ou à l'Arabie Saoudite. Mais on ne sait pas encore une fois quel va être le pays du Moyen-Orient qui va obtenir ces T-90MS. Alors voici le nouveau missile de croisière qui va être fabriqué par les Ukrainiens et qui s'appelle le Trembita. Et donc ce Trembita pourra aller au-delà de 140 km et avoir une charge explosive de 20 kg. Alors au-delà de 140 km, on parle de 200 km au maximum. Et donc ce nouveau missile devrait changer la donne pour l'Ukraine. Là, d'après Newsweek, alors que le gouvernement ukrainien surveillait étroitement son programme de missiles, The Economist a donné des détails sur certaines des spécifications du Treblinka
qui doit son nom à un corps des Alpes ukrainiens. Il s'agit de l'un des nouveaux 6 missiles et drones missiles prêts à voler. Son moteur d'une valeur de 200 $ est une version modifiée du pulso-réacteur utilisé pour la première fois sur la bombe allemande V1 pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tube du moteur a été décrit comme étant rudimentaire et le missile peut voler à 400 km/h avec une portée de 200 km. Un modèle plus grand et plus puissant est en cours de développement pour atteindre Moscou. Voilà, alors la source c'est The Economist. Donc voilà, avec une charge de 20 kg, bon, apparemment ça devrait changer la donne. Il a un moteur qui est l'équivalent du V1 allemand lors de la Deuxième Guerre mondiale. Attention, attention. Faut dire, le moteur vaut environ 200 $. Ceci explique cela. Mais bon, entre nous, un missile de croisière qui a une charge de 20 kg et qui peut faire au maximum 200 km en étant généreux, une version qui peut aller jusqu'à Moscou, c'est-à-dire en imaginant qu'il soit tiré de la ville de Soumy en Ukraine, eh bien ça ferait 600 km à vol d'oiseau, donc vous doutez bien que la charge va être beaucoup plus réduite. Ça se trouve, la charge va faire 6 kg. Voilà, donc ça va faire très peu de dégâts. Et oui, plus un drone comme ça va loin, plus la charge est faible. Donc il fera très peu de dégâts. Alors je vois pas trop l'intérêt, mais bon, à moins qu'il fasse un missile beaucoup plus gros. Et dans ces cas-là, ça veut dire beaucoup plus cher. Alors là, on apprend que la version leurre du missile coûtera 3000 $ et que le vrai missile qu'on a vu va coûter dans les 15 000 $. Voilà, donc 15 000 $, bon, voilà, donc à savoir si vraiment il en vaut le coup, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, que ce missile frappe Moscou n'a absolument aucun intérêt. Alors là, un article de The Irish Times qui est en parfaite transition avec la vidéo que j'avais faite précédemment qui s'appelle Ukraine couple gaz russe, qui a eu moult répercussions sur certains pays. Et bien les répercussions continuent. Là, on a la Slovaquie menace de couper l'aide aux réfugiés ukrainiens alors que le conflit sur le gaz s'aggrave. Alors il faut savoir qu'il y a 2 jours, la Slovaquie, avant de dire ça, avait dit qu'elle couperait l'alimentation électrique à l'Ukraine. Il faut savoir que la Slovaquie est le premier exportateur d'électricité pour l'Ukraine. Donc l'Ukraine en a besoin. Alors concernant la menace électrique slovaque, la Pologne a dit à l'Ukraine, ne vous inquiétez pas, moi je vais vous donner de l'électricité polonaise. Mais bon, là la Pologne dit cela, mais elle ne pourra pas compenser toute l'électricité que donnait la Slovaquie. Donc on a ça, donc la Slovaquie menace de couper l'aide aux réfugiés ukrainiens. Et aussi, on a en même temps la Moldavie accuse la Russie d'avoir provoqué une crise sécuritaire en coupant l'approvisionnement en gaz de la région contrôlée par les séparatistes. Alors vous notez que les médias prennent bien soin de ne jamais nommer le pays Transnistrie, qu'ils ne reconnaissent pas. Bref, ils appellent la Transnistrie la région séparatiste de la Moldavie. Alors il faut savoir que la Moldavie est une entité qui est entièrement entre les mains de l'Union européenne. Maya Sandu, la présidente de la Moldavie, est purement pro-États-Unis, pro-OTAN, pro-Union européenne au dernier degré. Donc bien évidemment, la Moldavie accuse la Russie d'avoir provoqué une crise sécuritaire, alors que c'est l'Ukraine qui a décidé d'arrêter le transit du gaz russe sur son territoire pour ne plus, entre guillemets, enrichir la Russie, et la Moldavie accuse la Russie. C'est quand même extrêmement fort, et d'une mauvaise foi purement incroyable, j'ai envie de vous dire. Mais bon, bref, vous voyez, c'est comme ça.
Donc cette crise du gaz ukrainien n'a pas fini de faire parler d'elle. Un dernier article de Politico. Biden dévoile le dernier plan d'aide sécuritaire de 2,5 milliards de dollars pour l'Ukraine. Zelensky a salué le dernier plan d'aide militaire de Biden comme étant crucial pour stabiliser les lignes de front. Comme si là, les 2,5 milliards de dollars qui vont être donnés allaient changer quoi que ce soit et stabiliser quoi que ce soit. Parce que là, c'est ce qui est prévu. Quand ce sera effectivement donné à l'Ukraine, il y aura peut-être un mois qui va se passer, 2 mois, si ce n'est plus. Bref, il est possible que la guerre soit finie entre-temps. Bien sûr que ça va rien stabiliser du tout, mais bon, c'est la communication, c'est comme ça. Et comme je le rappelle à chaque fois, ben, les milliards de dollars là, donnés à l'Ukraine, comme depuis le début de la guerre, hein, en gros, il y a eu Union européenne et États-Unis compris, il y a eu environ 240 milliards de dollars qui ont été donnés à l'Ukraine. Donc bon, c'est 240 milliards de dollars qui vient de votre argent, de mon argent, de l'argent des contribuables européens et américains. Eh bien, nous a-t-on demandé notre avis? Y a-t-il eu un référendum dans les pays qui ont donné de l'argent à l'Ukraine? Nous a-t-on demandé qu'on veut bien donner notre argent pour l'Ukraine? Pas de référendum. Donc ça m'amène à la question, est-on toujours en démocratie? Bien sûr que non. Si on était en démocratie, on nous demanderait notre avis pour chaque décision importante du pays, et que ça soit pour n'importe quel sujet, pas forcément l'Ukraine. Donc non, nous sommes dans une tyrannie et nous ne pouvons rien y faire. C'est comme ça. Et on a compris notre douleur en 2005 avec le traité de Maastricht, où on avait voté à 54% contre. Eh bien, on l'a eu quand même, l'Union européenne. Voilà, on l'a eu quand même. Et ce, malgré un référendum et qu'on avait voté contre l'Union européenne. Donc sommes-nous dans une démocratie? Bien sûr que non. Et ça fait bien longtemps, encore une fois je le répète, que l'on n'est plus en démocratie. Voici la carte militaire du 4 décembre 2025. Premier changement que vous pouvez voir sur la carte, c'est que j'ai ajouté les 4 oblasts qui sont maintenant territoire russe. Donc on a d'abord l'oblast de Kherson, ici, l'oblast de Zaporojye, ici, l'oblast de Donetsk, ici, et l'oblast de Lugansk, ici. Et comme d'habitude, vous voyez la ligne de front, comme d'habitude, c'est la ligne rouge. Alors là, on va parler tout d'abord des attaques ukrainiennes, donc sur l'oblast de Kursk, dans la ville d'Ivanovski, il y a eu une attaque de drones qui n'ont fait quasiment aucun dégât, aussi sur la ville de Rilsk, qui ont fait quasiment aucun dégât, c'était des petits drones. Ensuite, on a eu une attaque, là cette fois sérieuse, concernant le port de Sébastopol, via 9 drones aériens et 7 drones marins. Donc les drones aériens, c'est les drones classiques. Tous les drones venaient d'Odessa. Et donc les 9 drones et les 7 drones marins n'ont fait aucun dégât. Ils ont tous été détruits. Alors, ce qui n'est pas du tout surprenant vu que la côte ouest de la Crimée est la plus défendue de tout le front. C'est l'endroit le plus défendu de tout le front russo-ukrainien. C'est normal puisque c'est hautement stratégique pour les Russes. Hein, nous avons le port de Sébastopol qui est extrêmement stratégique pour les Russes. Donc c'est un endroit qui est très protégé. D'autant que la pointe de la Crimée a fait l'objet depuis le début de la guerre de 3 grandes attaques amphibies commando. À chaque fois, les attaques commando ont tous été détruits. Mais bon, c'est quand même extrêmement menacé. Faut pas oublier que toutes les attaques par drone marin, alors les drones marins, c'est les petits bateaux, mais qui ont une grande autonomie. Hein, leur autonomie va jusqu'à 1000 km, donc c'est énorme.
Donc en général par bateau. Là c'est la première fois que j'entends par drone, simplement des drones. Mais là les bateaux, les drones bateaux sont une véritable menace. Mais les Russes maintenant les arrêtent, on peut dire à 100%. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas entendu, que j'ai entendu qu'un drone naval ou drone marin comme on voudra a fait des dégâts. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les attaques ukrainiennes. Alors maintenant on va parler du front. Donc sur le front les Russes continuent à nettoyer les petits îlots du Dniepr dans l'oblast de Kherson, mais rien de spécial à dire là-dessus. Là, dans cette zone qu'on appelle la zone d'Orirov, ici, il n'y a rien de spécial, à part que ça bataille toujours, évidemment, mais pas autant que la zone de Donetsk. Parce qu'évidemment, c'est là que ça se passe en réalité. Alors là, les Russes sont avancés sur Novosilka, donc une avancée relativement importante. Vous voyez que Grand Novosilka, qui est vraiment la proie pour les Russes, est en train de se refermer. Donc c'est un chaudron qui a été créé. Vous pouvez voir que la pince est en train de se refermer. Pour la petite information, les Ukrainiens ici n'ont toujours pas reçu d'ordre de retrait. Mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Alors là, je l'ai entouré d'un cercle jaune parce que c'est Ougledal, aussi appelé Vuhledal. Comme référence, parce que ça on en a beaucoup parlé dans les informations. Donc juste pour vous situer, je l'ai cerclé de jaune. Alors là, l'information du jour, Koulakovier, qui a été entouré de vert parce que c'est un des endroits les plus importants du front, tout du moins pour les Ukrainiens. Et ben vous pouvez voir que Koulakovier est tombé. Énorme nouvelle. Alors, mais sans surprise, bien évidemment, puisqu'il y a 2 semaines, je vous avais dit qu'il ne restait plus que 700 soldats ukrainiens ici à Koulakovier qui défendaient plus ou moins la ville. Et je vous avais dit qu'à plusieurs reprises, ils avaient demandé un ordre de retrait. Ordre de retrait qui à plusieurs reprises a été refusé. Et donc pourquoi la ville est tombée là en quelques jours totalement et si rapidement? C'est parce que tout simplement l'ordre de retraite n'ayant pas été donné, eh bien tous ces soldats ont tout simplement fui pour éviter de se faire tuer. Alors là vous voyez les lignes en pointillés, bah, c'est les lignes de la semaine dernière. Et là vous pouvez voir qu'il y a eu une énorme avancée russe, absolument énorme. Là, les Russes sont déjà pris sur Dachny ici, mais bon, j'allais pas bouger la ligne de front pour une centaine de mètres. Bon, bref, donc la grosse avancée russe. Donc Shevchenko là a été pris. Là, vous voyez, l'avancée va dans cette direction. Et moi, à mon avis, c'est que après ils iront vers Kostiatynopil. Évidemment, ce n'est que mon avis, ça peut changer. Peut-être que les Russes, étant donné leur grande réussite ici, vont faire un énorme chaudron. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont refermer d'ici avec ici, faire comme ça et faire un énorme chaudron. Peut-être, ce serait typique des Russes. Là, vous pouvez voir dans la région de Pakrovsk, énorme avancée russe, absolument énorme. Et là, vous pouvez voir un Oudachnier qui est entouré en rouge. Pourquoi je l'entoure en rouge? Ben parce que c'est pour moi la dernière mine de charbon de haute qualité qui permet de faire de la sidérurgie. Une fois qu'Oudachnier sera prise, les Ukrainiens ne pourront plus faire de sidérurgie. De toute manière, c'est déjà le cas, puisque Oudachnier est bombardé régulièrement. Donc Oudachnier va bientôt tomber et là les Ukrainiens seront très ennuyés quant à la sidérurgie. Je rappelle que c'est la dernière grande mine de charbon de haute qualité. L'avant-dernière qui avait été prise, c'est la mine de charbon et la ville de Selidovo qui était là. Donc pour moi c'est la dernière. Donc ça va être très problématique pour les Ukrainiens. Bien évidemment, Paklovsk qui est l'endroit le plus important pour les Russes.
C'est pour ça que je l'ai entouré d'un carré rouge. Le carré rouge, ce sont les endroits les plus importants. Alors évidemment, là, les carrés rouges vont commencer à s'amenuiser sur le front. Évidemment, Paklovsk, qui est le plus grand nœud logistique, comme vous pouvez voir ici, les routes. Donc c'est ce qui alimentait en grande partie le front de l'Est. Quand Paklovsk tombera, là, j'ai envie de vous dire, tout tombera. Puisque plus le temps avance, plus ces zones deviennent importantes. Et tous ces avancées énormes russes qui s'accélèrent chaque semaine prouvent que l'effondrement du front se voit maintenant à vue d'œil. Chaque jour, il s'effondre toujours plus. Là, à l'est de Paklovsk, il y a eu une avancée relativement importante, hein. La ville de Vozdivnevska est tombée, donc voilà. Alors que c'était très calme ici depuis des mois, hein. Donc c'est un signe qui ne trompe pas. Autre signe énorme, c'est Toretsk. Pourquoi entouré d'un rond vert? Parce que c'est un endroit très important, moins important que Paklovsk, mais important quand même. C'est un petit verrou stratégique. Toretsk est prise à 95%, j'ai envie de vous dire. Il y a eu une énorme avancée russe en une semaine. Donc tout tombe, hein, tout tombe. Là, ça y est, là on est vraiment sur la fin de la fin, là, je pense, hein. Mais bon, ce n'est que mon avis. En tous les cas, grosse avancée russe sur Toretsk, absolument énorme. Sur Tchassivial, grosse avancée russe aussi. Donc vous pouvez voir, alors que depuis pendant quand même quelques mois, ça avançait pas sur Toretsk et Tchassivial, et là en une semaine, bing, tout tombe. Tchassivial et Toretsk ne sont pas complètement prises à 100%, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Là, la semaine prochaine, je vais vous annoncer que Tchassivial et Toretsk vont être prises, bien évidemment. Donc, énorme, absolument énorme. Alors, Tchassivial, c'était le deuxième endroit le plus important du front, avec Paklovsk. Paklovsk, c'était c'est le plus grand nœud logistique du front, donc l'endroit le plus important, d'où le carré rouge. Et Tchassivial, c'est le deuxième endroit le plus important du front, parce que c'est le plus grand verrou stratégique, pas logistique, mais stratégique, qui mène à Kramatorsk et Slaviansk. Donc là, vraiment, là, les Russes, cette semaine, ont fait très très fort. Au niveau de Sivelsk, il ne s'est rien passé de spécial, donc ça c'est le chaudron qui est le plus calme, entre guillemets. Là, pour une fois, ça faisait des mois et des mois qu'il ne s'était rien passé sur Liman. Là, les Russes ont fait une grosse avancée. Ivanivka, donc, qui est tombée. Donc là, vous voyez les lignes de la semaine dernière. Donc là, bonne avancée. Et à mon avis, après, ça va être Krasny Liman. Alors, Krasny Liman, c'est en russe. Liman, c'est en ukrainien. Donc, toujours un peu plus au nord, donc pas loin de Kupiansk, hein. Là, il y a eu une avancée. Donc, Lozova a été prise. Donc, avancée vers la rivière Oskol, puisque, comme je vous le dis depuis des mois, évidemment, les Russes veulent s'appuyer sur la rivière Oskol. Et vous pouvez voir qu'ils vont plus loin que l'oblast de Lugansk, comme vous pouvez le voir très clairement ici. Donc là, on est dans l'oblast ici de Kharkov. Et là, vous pouvez voir sur Kupiansk, qui est évidemment un endroit très stratégique. C'est pour ça qu'il est entouré d'un triangle rouge. Alors, les triangles rouges, c'est les grandes villes, hein. Alors, grandes villes entre guillemets, hein. C'est le fait que ça soit une grosse ville et que ça soit important stratégiquement. Donc évidemment, là, les Russes veulent prendre pied sur Kupiansk, ça a toujours été leur cible. Ils avaient fait un moment une grosse avancée vers Kupiansk et ils se sont arrêtés. Alors pourquoi ils se sont arrêtés? Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est que là, pour eux, le plus délicat, c'est plus au sud, hein, c'est la région
de Donetsk. C'est là où il y a toutes les avancées, d'où les épingles rouges, hein, puisque les épingles rouges donnent les avancées russes. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il y a une épingle, il y a une avancée russe. Et donc le plus important pour les Russes, c'est Donetsk. Donc ça veut dire qu'il y a eu des forces qui ont été prises concernant le front, le reste du front pour être concentré ici, parce que ici c'est ultra stratégique. C'est une zone extrêmement importante. Tiens, et là le fait de voir Donetsk, ça me rappelle une chose, c'est que je vous rappelle que c'est sur Kulakovo qu'il y avait eu une concentration d'obusiers César, et pendant des années ils ont tiré sur Donetsk. Les Ukrainiens ont tiré pendant des années et des années, environ 10 ans, près de 10 ans sur Donetsk, hein. Et dernièrement avec des obusiers César là. Voilà, parce que évidemment les Ukrainiens au début étaient beaucoup plus proches, et avec l'avancée des Russes ils se sont éloignés, mais c'est de cette zone-là qui tirait sur Donetsk. Et là, pendant très très longtemps, ils ont tiré 2 Kulakovo sur Donetsk. Uniquement des cibles civiles, bien sûr. Donc là, ça va être gros soulagement pour la zone de Donetsk, qui ne craint plus maintenant les obus. Plus d'obus maintenant sur la ville de Donetsk. Bref, Kupiansk, je vous ai dit, il n'y a rien qui s'est passé de spécial. Dans la zone Vovchansk-Lipsy, il ne s'est rien passé. La grosse avancée russe dans Kursk et dans la zone qui a été prise par les Ukrainiens. Là, vous pouvez voir Soudja qui est entouré de verre parce que c'est une zone stratégique. C'est là qu'il y a des gazoducs gaziers qui passent à Soudja. Soudja qui était une petite ville ou village, pourrait-on dire, de 5000 habitants avant la guerre. Voilà, donc là c'est le QG ukrainien, et qui va tomber, puisque comme vous pouvez le voir, là les Russes ne sont plus qu'à 3 km. Là maintenant ils ne sont plus qu'à 3 km de Soudja. Et quand Soudja tombera, tout ça tombera aux mains des Russes. Parce que c'est Soudja qui alimente le front ukrainien à Kursk, ici. Donc là, vous pouvez voir que Soudja va bientôt être prise par les Russes. Là, vous voyez là, une grosse avancée par rapport à la semaine dernière. Donc Kursk est en train de s'effondrer et va bientôt être entre les mains des Russes. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Et c'est la fin de cette vidéo. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous pour tout cela, et toujours soyez curieux.